Je suis bien content de pouvoir animer ce panel-là. C'est très rare que je me retrouve dans le rôle de l'animateur. Fait que j'espère, en tout cas, vous direz à la fin si c'est correct. Quand vous allez donner des notes pour les sondages, là, je les regarderai demain puis je me dirai, OK, je refais tout ça ou pas les prochaines fois. Je suis accompagné. Donc, l'objectif du panel, c'est de jaser de financement et de jaser de la route du financement et des défis de financement pour des startups en général et spécifiquement des startups qui sont dans le médical et qui utilisent l'intelligence artificielle comme technologie de base pour faire développer leurs produits ou leur offre d'affaires. OK. Photographié 10 fois en 2 secondes. Restart. Donc, je suis accompagné de plusieurs experts. Donc, je ne veux pas me tromper des noms. François, de Medtech. OK. J'ai Mathieu de CQDM. Bonjour. J'ai Jean-François de CQD et Jeff Jeff de la BDC. Alors, je vais leur demander, pour commencer, juste quelques secondes, qu'ils se présentent, puis après ça, je vais vous poser des questions à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'intro. Et tu fais très bien ça. Alors, François Bergeron, je suis en charge des partenariats chez MedTech Plus. Puis MedTech Plus, c'est un consortium industriel. Donc, au départ, c'est un RSRI, donc regroupement sectoriel recherche industrielle, et on en a d'autres PC. Dans le CQDM, il y a 9 RSRI dans différents secteurs, hein, dont on le dit. Et nous, c'est une technologie médicale, donc tout ce qui est réglementé, et tout ce qui est non réglementé, comme beaucoup de logiciels, donc MedTech et HealthTech, B2B, B2C. Donc, c'est quand même assez large. Ça va par exemple, robotique chirurgicale jusqu'à des applications mobiles pour regarder le patient, appliquer la thérapie. Donc, c'est du financement non dilutif, hein, donc des subventions qui nous viennent du MEIE pour dynamiser la collaboration entre l'industrie et le secteur académique. Donc, souvent, des PME viennent nous voir pour créer une nouvelle techno. Elles n'ont pas forcément l'expertise à l'interne et elles veulent travailler avec une université. Donc, ça, on peut le financer. Et on veut aller jusqu'à la commercialisation. Donc, jusqu'à la commercialisation, on va donner de l'accompagnement autour de ce financement et on va même investir, puisqu'on a un fonds d'investissement depuis 2018. On a 24 compagnies en portefeuille. Là, c'est du financement fédéral, donc des compagnies un peu partout au Canada. Vous avez peut-être pu passer des bonnes nouvelles comme Fred Health, qui a obtenu c'est très rare, donc c'est un des rares, son approbation Santé Canada pour son algorithme d'IA pour le traitement de la dépression. Donc, c'est ce genre de compagnie dans lesquelles on investit. Un petit fonds d'amorçage, donc des chèques de 250 000 à 500 000 en moyenne dans des rondes de 3 à 5 millions. Donc, un consortium qui regroupe 265 membres. Ça fait une grosse force du réseau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire qui viennent de la richesse de ce membership parce que dans ces 265 membres, il y a une vingtaine de multinationales. Donc, les GE, Medtronic, Siemens sont membres. Ils viennent chercher des collaborations pour innover, mais aussi beaucoup pour commercialiser. Ils cherchent des partenaires le plus robustes possible. Donc, ils sont beaucoup à l'affût des startups et de l'innovation, mais ils veulent des startups qui soient suffisamment matures pour travailler avec eux pour aller jusqu'au bout, ce qui est pas très simple. Donc, Discuter de cette maturité. mais oui, tout à fait. Donc, en quelques mots, voilà. Ouais. Mathieu? Donc, moi, comme je disais, Mathieu Paquet, directeur de développement des affaires au CQDM, qui est le Consortium québécois de développement de médicaments. On finance de la recherche collaborative, donc entreprises et chercheurs, mais aussi entreprises dans le secteur biopharmaceutique. Donc, nous, on couvre tout ce qui est développement de médicaments, développement de thérapie, des choses comme ça. Good? Oui. Alors, moi, c'est Jean-François. Je suis expert in residence au CQIB, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie. On est un accélérateur à Laval. On a une douzaine d'entreprises en biotechnologie, TRL 4, 5, 6, un parc scientifique, et on accompagne les entreprises dans leur développement. On a eu 2 programmes récemment, le MEDEX Lab, où on accompagnait des entreprises en Digital Health AI, et aussi on a géré le programme Adopt, où on finançait des entreprises en milieu clinique pour leur développement. Jeff. Bonjour tout le monde. Donc, je vais garder ça short puisque je suis le dernier dans la file. Jeffrey Boudria, donc de la BDC, Banque de développement du Canada.
Je suis directeur de compte dans l'industrie des technologies. Donc, ce qui veut dire que je rentre souvent dans les entreprises en financement non dilutif, mais au stade de la startup, early stage, donc, qui approche la commercialisation, qui est déjà en commercialisation lancée, jusqu'à de l'entreprise un petit peu plus grosse. Côté de la BDC, je ne ferai pas le tour complet, mais rapidement, il y a la portion financement qui est bien connue du côté de la BDC. Tout ce qui est en non dilutif. On a la portion Venture Cap, donc et BDC, croissance de capital et transfert d'entreprise, et tout ce qui est la portion BDC Service Conseil. All right. Je regardais là, ce qui est marqué sur la slide. Donc, il s'est marqué, bon, je suis leader du secteur des technologies, médias et télécoms pour l'Aide du Canada chez EY. C'est vrai. Je suis comme deux côtés. Je suis un mini-wheat. J'ai un côté givré puis pas givré. Ça, c'est le côté non givré. Donc, notre spécialité à nous, chez EY, dans notre équipe, c'est de trouver du financement non dilutif pour les entreprises qui développent des nouvelles technologies. Autant du côté de subventions que de crédits d'impôt, que d'aller voir les gouvernements pour faire du lobbying. C'est un peu notre rôle chez EY. Ça, c'est mon côté non givré. Mon côté givré, moi, c'est que depuis, comme je dis à mes collègues ici, ça fait 21 ans que je fais de l'investissement dans des startups, personnellement. J'ai pas mal tout vu ce qui peut arriver, autant négatif que positif, dans des investissements. Alors, je trouvais ça intéressant de venir jaser de ça un peu avec vous autres et de ce qu'on recherche en tant qu'investisseur et en tant qu'organisme qui veut vous aider à avancer plus vite et plus loin dans vos projets. Fait que ça, je vais commencer par la première question à vous, avant que nous, on se lance dans nos questions. Donc, combien de personnes ici ont un projet technologique qu'ils veulent commercialiser? Fait? OK. Combien d'entre vous avez... bon, si je dis que vous êtes à la recherche d'argent, je ne suis pas mal sûr que tout le monde va lever la main, mais disons. Ouais. OK. Et combien d'entre vous avez des sources de financement qui ne proviennent pas de l'université? OK. Parfait. Fait qu'on a une foule hétéroclite. Excellent. Donc, première question que je vais poser à mes collègues... c'est quoi les obstacles les plus courants pour les entreprises qui veulent commercialiser une innovation en technologie médicale, surtout en intelligence artificielle, pour se trouver du financement? Peut-être commencer avec toi. Oh. Ouais. Je vais peut-être juste mentionner qu'il y a quand même des différences importantes entre le développement de médicaments et les technologies médicales. C'est un contexte un peu différent, mais il y a quand même des choses en commun. Peut-être ce qu'on voit pour nous dans le secteur de développement de médicaments, c'est le fait que le développement est si long, on parle de dizaines d'années. Les montants à dépenser sont dans centaines de millions avant de générer des revenus. Donc, tout, je pense, revient à la notion de risque, comment on gère les risques. Donc, c'est comment on contrôle les risques, ce qui va nous aider à lever plus de fonds avec des investisseurs, puis avec des différents programmes de financement pour se rendre plus loin avec le même financement. Voilà. Côté. Merci Mathieu. Puis oui, il y a des grosses différences entre les deux secteurs. Puis je crois que nous, notre secteur a la chance ou la malchance d'être beaucoup moins blanc ou noir. Le médicament, si je comprends bien, quand il marche, c'est un succès. Quand il ne marche pas, c'est fini. Puis tu fais zéro avec tout l'argent que tu as mis dedans. Dans le medtech et le healthtech, tu as beaucoup de zones intermédiaires où tu peux pivoter, tu peux adapter ton logiciel, ta technologie, jusqu'à ce qu'elle s'intègre comme il faut dans un marché avec des payeurs. Mais ce qui manque souvent, je trouve, puis on le dit, on le redit, puis on ne lâche pas, ça va finir par passer, mais beaucoup des entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est du tech push, comme ça a été dit un petit peu aujourd'hui aussi. Ça ne répond pas toujours à un vrai besoin. Alors, il faut continuer. Moi, j'encourage les entrepreneurs et on les aide là-dessus. Ce n'est pas juste de leur dire tu ne réponds pas à un vrai besoin. On va leur ouvrir toutes les portes possibles pour qu'ils répondent mieux à un vrai besoin. Mais il faut aller valider, il faut aller rencontrer des cliniciens et encore les rencontrer. Et ensuite, une fois que tu réponds à un vrai besoin, tu es juste au tout début. Comment ta technologie va vraiment s'intégrer dans le parcours de soins? Parce que si elle vient bouleverser le parcours de soins, ça se peut que tu répondes à un besoin, mais ça se peut que les gens te disent écoute, moi, je ne peux pas intégrer ça. Là, c'est trop de formation, c'est trop de nouveautés. Donc, change ton modèle. Donc, souvent, je dirais, c'est le premier obstacle. Les gens vont dire oui, il n'y a pas de financement. Oui, mais il y en aura toujours pour les bons projets, pour les bonnes compagnies. Le premier obstacle, c'est que
on voit des technologies qui ne répondent pas à un vrai besoin et qui ne seront pas capables d'atteindre le marché dans des bonnes conditions. Absolument. Un autre obstacle qu'on a vu dans différents programmes de projets qui avaient été développés et déposés dans Adopt, c'est que des fois, les solutions sont développées un peu en vase clos, sans penser au fait que plusieurs autres solutions sont après être développées. Donc, souvent, les solutions vont être développées en disant ça va avertir le docteur, ça va avertir l'infirmière, ça va avertir les différentes personnes. Mais si ces personnes-là adoptent 20 différentes solutions qui chacune sont après avertir le docteur à chaque fois, le docteur n'est pas intéressé. Donc, c'est vraiment de comprendre le processus puis de vraiment comprendre aussi comment ça va s'intégrer dans le day-to-day, qui des fois est un petit peu absent dans les demandes qu'on voyait. De mon côté, c'est sûr, je pense que je rentre un petit peu plus tard dans le processus, peut-être que mes collègues sur le stage. Donc, moi, quand je mentionnais pré-commercialisation ou du moins très proche de la commercialisation, autant que les entreprises qui ont déjà commercialisé, j'assume que ça le répond un peu, mais la première obstacle, c'est générer vos ventes. Donc, souvent, quand on vient me voir du côté de la BDC, c'est si on est à la fin d'une runway ou on a juste plus d'argent, puis comment que la BDC peut injecter. Je vous dirais, venez avec un plan d'affaires bien défini. Arrivez avec comment on va commercialiser. Et je sais qu'en medtech, ça peut paraître un petit peu différent, mais $1 de revenu est souvent pas mal plus important qu'$1 de subvention d'un point de vue, et je parle purement d'un point de vue banquier ici, là, donc d'un point de vue de la BDC. Arrivez avec des ventes, ayez un market fit démontré, puis ça devient pas mal plus facile côté levé du financement. Donc, faire un peu de chemin sur une des choses que vous avez dit, les deux, ça prend longtemps. C'est des gros marchés. Hein? La plupart des projets de medtech ou de biotech dans lesquels on investit, on sait que c'est loin dans le temps, 20 ans, par exemple, mais c'est parce que le payout potentiel est immense. Bon. Je crois quand même que des fois, on travaille trop en séquentiel. On oublie des choses à faire. Par exemple, moi, même si j'ai investi très tôt, je suis un ange investisseur. J'ai investi dans les premières rondes. Je suis quand même intéressé à savoir, y a-t-il un remboursement possible pour la technologie? On ne l'a pas tout de suite, mais y est-tu possible? C'est quoi ton parcours de conformité? Tu vas être compliqué? T'es quelle classe? C'est quelle conformité? C'est-tu la FDA? C'est quelque chose? On tend à se dire, non, mais on sait qu'on l'a, mais on va le faire plus tard. Mais j'ai besoin de le savoir tout de suite pour savoir ça va être 20 ans ou 15 ans? Ou 10 ans? Ou c'est quoi le risque de le faire? Si le remboursement, vous n'avez pas de code, c'est quelque chose de nouveau, ça va être plus long à convaincre les assurances que oui, il y a un code, il va juste falloir convaincre d'être dedans. Complètement différent de l'approche. On parle d'années, des fois, pour réussir à être dedans. Fait que ces choses-là, on a tendance à les pousser plus loin. Mais quand vous les poussez plus loin, moi, ça me pousse plus loin avant d'investir. Donc, si vous voulez avoir une belle histoire à raconter, il faut avoir fait un bout de chemin dans tous les aspects. Au moins d'avoir répondu à des questions, même si ce sont encore des hypothèses, mais au moins d'avoir défriché quelque chose. Je ne suis pas supposé donner mon avis, hein? OK. Je m'excuse. Donc, on va, prochaine question, messieurs. On va surtout parler donc spécifiquement d'entreprises qui ont des solutions en intelligence artificielle. On a mentionné TRL, il y a quelqu'un de vous deux qui l'a mentionné tantôt. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très intéressé aussi par le CRL. Donc, c'est quoi votre niveau de readiness commercial? Y a-t-il moyen qu'on parle un peu des données? Comment ça a de l'importance pour vous? La maturité des données ou je dirais, comment elles sont seules, les données? C'est-à-dire que vous êtes le seul à les avoir versus des données générales. Ouais. Pour celui-là, je vais mettre mon chapeau. J'ai été mentor au NextAI, fait que pour plusieurs startups. Et puis, une des choses que je veux mettre l'emphase, c'est ownership of data aussi. J'avais beaucoup de compagnies qui développaient des solutions avec le data qui était généré chez un client, par exemple. Puis ils disaient, là, ça va me permettre de faire un algorithme. Puis ça n'avait jamais été éclairci qui possède ce data-là, ou est-ce que tu peux aller chercher ce data-là. Fait que tout dans ce roadmap-là, par rapport à ton algorithme ou à ta solution IA, est-ce que tu as ton data? Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que tu es juste après prendre le data de quelqu'un d'autre puis tu es après faire quelque chose? Puis ben ça, on en parle continuellement avec qu'est-ce qui se fait scraper sur l'Internet, là.
mais directement certaines startups qui génèrent du data pour quelqu'un d'autre, mais ça t'appartient peut-être plus nécessairement. Puis ça, c'est quelque chose que certaines startups doivent tenir compte quand ils développent leur modèle. Ben, côté pharma, ça prend des données, ça prend, oui, le ownership, à quel point c'est unique à travers le monde, à quel point, parce que c'est un marché mondial quand même si on peut favoriser le Québec en premier, mais il va falloir commercialiser dans le monde. Donc, oui, c'est important. Pour nos financements, ça ne sera pas un critère décisif. On est trop tôt généralement, mais on veut un plan solide. On veut voir que vous avez pensé au futur. Puis, est-ce que vous allez générer les données qui sont cruciales et utiles? Si on pense à des chercheurs académiques qui vont généralement vouloir avoir un projet de recherche, qui vont vouloir aller sur plusieurs années, mais je pense qu'il faut changer le mindset dans le côté industriel pour faire le killer experiment le plus vite possible pour arrêter le plus rapidement possible, si ça ne fonctionne pas. Puis là, je vais surfer sur le commentaire que tu n'étais pas supposé faire, puis je vais rebondir sur ce que vous avez dit aussi, mais tu as parlé du caractère parallèle et séquentiel. Puis je pense que médicaments aussi, là, vous êtes plus en mode séquentiel. Il y a vraiment une séquence de phases à suivre. Mais dans le MedTech et le HealthTech, c'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup plus flou. Et donc, je trouve que ça vient vraiment appuyer ton point. C'est que nous, on veut voir une stratégie de données, c'est sûr. Donc, tu dois avancer ton pion d'une coche, mais on veut voir ta stratégie réglementaire aussi, parce que ça se peut qu'elle soit liée. On veut voir ton plan de remboursement. On veut voir ta stratégie de partenariat, parce que ta mise en marché va peut-être être dépendante d'un réseau d'hôpitaux privés américains ou d'un peu importe. Puis, il faut que tu l'amènes ici. Donc, tous ces petits pions-là, il faut que tu les avances de plusieurs coches plutôt qu'un gros pion que tu vas avancer de 10 coches comme on croit que c'est souvent. Il faut que je fasse ma R&D, puis oubliez-moi pendant 5 ans parce que je fais juste de la R&D. Non, ça, on veut plus voir ça. Tellement d'accord avec toi. Moi, je dis toujours qu'un startup, c'est une organisation qui est en perpétuelle expérimentation. Donc, on fait des hypothèses, on tente d'y répondre. Et si elle l'a validé, on fait d'autres choses. Sinon, on en choisit une autre et on y répond. Ça aussi, la différence, c'est que ce n'est pas juste des hypothèses technologiques. Donc, des hypothèses commerciales, des hypothèses de données. Il faut le plus rapidement possible transformer ces hypothèses-là en faits. Là, tout d'un coup, vous allez commencer à m'intéresser comme investisseur. Plus il y a des faits, plus je suis intéressé. Plus je pourrais mettre beaucoup d'argent. Parlons de financement. Selon vous, selon toi, les tendances, c'est quoi en ce moment? Puis comment les entreprises qui sont en medtech puis en intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont favorisés par les tendances actuelles ou c'est plus difficile pour eux? J'ai envie de dire oui et non. Je vous aide pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'avec des chats GPT et autres, on est comme un des mortels comme moi, là, qui n'est pas du tout un expert là-dedans, peut comprendre beaucoup mieux le potentiel. Donc, je pense que ça aide certains d'entre vous. Puis à l'inverse, il y a des tas de choses qui sont beaucoup plus complexes, du deep tech qu'on comprend moins. Puis là, on a vraiment besoin que vous vulgarisiez beaucoup plus le potentiel que vous amenez autour de la table pour pouvoir prendre des décisions intelligentes de financement ou pas. Donc, il y a vraiment ces deux tendances. Je pense que l'IA peut résoudre des problèmes très simples. Puis je ne veux pas du tout minimiser, mais ce que Curway a fait est super bien. Puis Marie était sur un panel tout à l'heure. C'est simple et efficace. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés en commercialisation très tôt. Ils répondent à un besoin très niché. Il y a de l'IA qui est comprenable et qui est explicable. Et ça coche toutes les cases. Puis à l'inverse, mais il ne faut pas oublier du deep tech qui va être créateur d'énormément de valeur. Puis que là, ça prend plus de job à vulgariser. Je comprends, mais il faut le faire pareil. Je peux donner aussi le point de vue des grandes pharma qui nous parlent avec nous. Pour eux, il y a je dirais oui et non aussi, qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui s'est fait dans les dernières années. Ça n'a pas mené aux résultats attendus. Par contre, avec les nouvelles technologies, je pense qu'on voit qu'il y a un regain d'intérêt, particulièrement chez nous pour la découverte de nouvelles molécules ou découverte de nouvelles cibles, vraiment très, très tôt dans le processus. Mais donc, il y a des opportunités là. Mais il faut démontrer toujours à quel point c'est unique, puis pas
pas voir ce qui se fait au Québec, ce qui se fait au Canada, mais ce qui se fait partout dans le monde, puis comment est-ce qu'on peut se démarquer versus ce qui se passe à la Silicon Valley ou ce qui se passe en Europe. Alors, au niveau de l'incubateur, ce qu'on a remarqué avec nos entreprises, c'est que il y a eu un dip. Il y a quand même un regain au niveau des entreprises qui sont chez nous, soit qui nous demandent des lettres ou de l'encadrement pour certaines demandes qu'ils font. Donc, il y a un petit regain. Donc, peut-être l'année prochaine, l'année passée était très difficile c'est pour ça, cette année, mais on remarque quand même aussi dans le financement privé, on voit qu'ils sont un petit peu plus actifs. On entend plus de success stories. Donc, on dirait qu'on est un petit peu dans une phase un petit peu plus positive. C'est pas encore super cool, mais c'est un petit peu mieux. Du point de vue, encore une fois, là, je vais parler purement côté bancaire et je vais éviter le côté investissement. Mais c'est sûr que le côté bancaire, il y a eu un chiffre, comme mes collègues l'ont dit, il y a eu un chiffre entre 2020 et aujourd'hui. Donc, c'est sûr que le coût du capital est un petit peu plus élevé. L'argent est parfois un petit peu moins fréquent. On demande souvent du côté bancaire, lever de l'équité, puis c'est comme ça qu'on fonde le développement plutôt que de la dette. Mais je dirais que ça reste quand même, en ce moment, il y a un bon moment. Les taux d'intérêt diminuent un peu. On voit un petit peu, quand je parle avec mes collègues du côté VC, il y a un petit peu un regain d'enthousiasme sur l'investissement. On voit un petit peu plus d'activités qui se font. Est-ce que c'est la même chose que ça l'était? Non, pas vraiment. Il y a vraiment eu un shift, donc un petit peu à la baisse. Tout comme on le voit du côté BDC, on rentrait peut-être un petit peu plus early dans les années précédant la COVID, mais ça reste que quand on atteint le point critique auquel on peut rentrer, puis là, je parle encore une fois purement du côté bancaire, les banques sont encore là. Il y a des moyens de lever de l'argent, il y a du financement qui est disponible, mais il suffit de le trouver. Là. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais ça existe, puis il y a des bons... on voit des meilleurs coups arriver ces temps-ci, là. Ouais, la perspective de ça, c'est que en 2021, il y a plein de fonds qui ont levé. Il y avait plein d'argent disponible, plein de fonds qui ont levé. Puis là, il y avait plein d'argent à dépenser, à investir, pardon. À investir. Donc, vous savez comment un fonds fonctionne. Sur 10 ans, ils ont les 3 ou 4 premières années, ils font leur premier investissement dans les startups. Les valos étaient très élevés parce que c'était ça qui se passait. Il y avait beaucoup de faux mots. Donc, tout le monde investissait juste pour être certain qu'ils ne manquaient pas leur occasion de rentrer dans une compagnie avec des valos très, 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 très élevés pour ce qu'il y avait. Là, maintenant, quand tu arrives à la deuxième ronde, parce que tu as dépensé l'argent que tu as eu de ton investissement, tu as peut-être atteint ou pas atteint tes jalons, c'est selon. Est-ce que tu as une meilleure valo que tu avais? Pas clair. Est-ce que tu veux investir ou est-ce que tu veux te recevoir un investissement à une valo plus basse? Il n'y a personne qui aime ça. Les premiers investisseurs n'aiment pas ça. C'est comme ça que je vois un peu le marché en ce moment. On est un peu pris par le succès des 3 dernières années. Le succès des entrepreneurs, à lever des rondes à une très haute valeur. Je ne suis pas sûr que c'était un succès en fin de compte. On est pris avec cet historique-là. Tous ces fonds-là arrivent, tous les fonds qui ont 3-4 ans en ce moment arrivent dans la deuxième partie de la vie du fonds, c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir dans les meilleurs candidats, dans ceux qui ont. Alors, il faut que vous ayez atteint vos objectifs. En ce moment, c'est très difficile de lever des nouveaux fonds, donc de la nouvel argent pour des nouveaux startups. Il y en a moins qu'il y en avait. C'est ma perspective. Oui, non? Ouais, c'est ça. All right. Fait que donc, moins d'argent, nanana, on a un projet. Comment est-ce que nos amis des incubateurs, des accélérateurs peuvent nous aider? Comme au CQIB, MedTech Plus, toi aussi. Comment est-ce que... Ouais, en partie, tu vas trouver ton spécialiste qui va travailler avec une entreprise. Donc, comment vous pouvez aider ces entreprises-là qui sont pris un peu dans le gap, là? Accélérateur, mais je vais répondre à la fin. Donc, nous, c'est au CQIB, une chose qu'il faut qu'on mentionne au début, c'est qu'on a remarqué qu'il y a un shift dans notre rôle du financement. Donc, il y a 3-4 ans, une entreprise allait en financement, on écrivait une lettre disant comme quoi qu'ils sont incubés chez nous, puis c'était un petit peu ce qui se passait. Maintenant, les différentes formes de financement, il faut qu'on prépare la demande avec eux, il faut qu'on fasse une évaluation, on reçoit les fonds, on fait une gestion active pendant différentes choses. Fait qu'on est directement impliqué dans plusieurs types de subventions maintenant, directement, vis-à-vis avant, l'entreprise recevait le chèque et puis c'est elle qui le gérait. Donc, nous, c'est sûr qu'avec le temps, on est appelé à être beaucoup plus actifs dans la levée de fonds, les identifier,
travailler avec les personnes qui font ces fonds-là. On les fait venir à notre incubateur, expliquer un peu le processus, puis après ça, on accompagne tout au long de la demande parce qu'on va être présent pendant le programme au complet, le temps que la subvention soit remise. Avant de le passer, je peux te poser une question précise. Tu as parlé de gestion active, hein? Tu l'as mentionné tantôt, puis là, tu l'as mentionné. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous l'avez toujours fait ou ça, c'est justement à cause que les fonds sont peut-être donnés différemment ou investis différemment que vous êtes plus intégrés dans le projet lui-même? Donc, les fonds, ce qu'on a remarqué, ils sont donnés de façon très différente maintenant. Il va y avoir des intermédiaires. Des fois, ça va être nous. Par exemple, Momentum Pays, c'est donné à InVivo, puis c'est InVivo qui va remettre les montants après avoir reçu un certain montant. Ça, c'est une autre chose qui est nouvelle maintenant. Avant, c'était, la subvention va payer 75 %. Toi, tu vas payer le reste du 25 %. Maintenant, de plus en plus, les programmes vont dire, tu vas payer le 25 %, mais tu vas nous le donner en avance, en fiducie, puis après ça, nous autres, on va te redonner le 100 %. Donc, c'est plus comme avant où ce qu'on faisait confiance à l'entreprise et puis elle va éventuellement mettre son in-kind. Mais maintenant, il y a de plus en plus de programmes qui vont dire si tu veux avoir le 100 000 et toi, tu dois mettre 25 000, ben, tu dois nous donner un chèque de 25 000 et après ça, nous autres, on va te redonner 100 000 au complet. Tu dois avoir levé ton argent avant. Et ça, c'est différent. Et puis, ce qui est différent aussi, c'est que maintenant, par exemple, les entreprises comme le CQIB, InVivo, les autres accélérateurs, on se retrouve un peu au centre de ça, c'est-à-dire que des fois, on va gérer les fonds, on va les recevoir, puis après ça, c'est nous autres qui vont les débourser à l'entreprise. Donc, c'est beaucoup, dans les 2-3 dernières années, on se retrouve beaucoup plus impliqué dans ce processus-là. Mais le CQDM, on n'a pas un incubateur en tant que tel ou un accélérateur en tant que tel. Par contre, il y avait une question ce matin à un autre panel. On parlait de Montréal International qui font du maillage pour les compagnies internationales. Ben, nous, on fait du maillage pour les compagnies ici puis les chercheurs ici. Donc, je pense que c'est un rôle important qu'on a. Parce que vraiment que ça date de plusieurs années qu'on a généré des relations avec les fondations de patients pour des indications précises, que ce soit Brain Canada ou autre, pour aider au cofinancement des projets. Donc, ça prend... Tous nos programmes c'est des par appariement, donc vous devez avoir des fonds privés, que ce soit des investissements ou les fonds propres des entrepreneurs. Mais si on peut faire le plus grand levier possible, ça devient intéressant avec nous, les programmes du gouvernement et les fondations et autres. Merci. Donc, comme tu l'as bien mis, tu as mis la table pour dire qu'il y avait moins d'argent, c'est tout à fait vrai. Nous, on le voit bien sûr dans tout l'écosystème. Mais ça, je pense que c'est pour le mieux. Il y avait vraiment une folie d'évaluations qui n'avaient pas d'allure il y a quelques années. Mais ce qui n'a pas changé pour nous, c'est qu'on est toujours aussi obsédé par le data. On est une industrie qui démontre sa valeur sur des données de vie les plus réelles possibles, donc données cliniques. Donc ça n'a pas changé. Il faut revenir aux fondamentaux comme ça. Puis ça, je pense qu'on peut toujours vous aider. On est toujours très pertinent pour ça. On a de multiples outils pour le faire. On a les réseaux pour le faire. Je pense au REIS avec mes collègues ici. Des réseaux d'hôpitaux qui sont là pour ouvrir les portes aux entreprises, pour valider le besoin. Puis ensuite, une fois qu'il est validé, qu'on est sûr qu'on est dans la bonne direction, générer les bonnes données probantes. Puis ça va aller chercher plus de financement. On veut des preuves. On ne vous croit pas sur parole. On voudrait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, on retourne aux fondamentaux qui sont les données. Et une chose que je pense qu'on fait très bien dans notre consortium, c'est qu'encore une fois, on s'appuie sur nos membres les plus influents, puis ceux qui ont le plus de besoins. Donc, les multinationales sont capables de prédire un petit peu le marché 3-4 ans en avance. C'est beaucoup ça leur principale force, hein, et anticiper la commercialisation. Donc, d'aller les voir, on peut vous mettre en relation avec ces gens-là, on peut vous mettre en relation avec toutes sortes d'entités qui ont une connaissance du marché, puis ça vous oriente. Et plus vous êtes orienté vers la bonne direction, plus vous êtes convaincant auprès d'investisseurs, que ce soit nous ou d'autres. Et puis c'est valable pour des demandes de fonds aussi non dilutifs. Donc, je vais faire juste un tremplin sur ce que François a dit. Donc, je ne parle pas au nom d'un accélérateur, mais d'un point de vue de banquier ou investisseur. Pas que de faire partie d'un accélérateur, c'est un NLBR, les synonymes immédiats de succès, mais ça donne quand même une crédibilité supplémentaire. De mon point de vue, lorsque j'ai une entreprise qui vient, que ce soit Santec, Dell, District 3, peu importe, c'est quand même... Et donc, ça diminue ce que je vois aux états financiers, mais
ça vient quand même prouver qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est penché sur le dossier, qu'on a prouvé le marché, qu'on s'est penché sur le produit, est-ce qu'il y a un fit véritable. Donc, autant pour moi que du côté VentureCamp, faire partie d'un accélérateur, c'est bon, ça l'ouvre un réseau professionnel, ça vous permet de faire du maillage avec des différentes grandes entreprises dans l'industrie. Donc, ça donne vraiment une visibilité supplémentaire à l'entreprise. Donc, J'ai entendu fiducie, j'ai entendu levier financier, j'ai entendu 25%, 50%. Il est utopique de penser que vous allez pouvoir trouver de l'argent public non dilutif sans avoir, je vais l'appeler un investissement, de l'argent privé, des fonds propres dans l'entreprise qui vous permettent d'avoir ce levier-là. D'où est-ce qu'ils vont provenir? Ça peut être plus difficile que ça l'était, surtout si vous n'êtes pas avancé dans tout ce qu'on a parlé avant, dans les premières questions. OK? Comment vous êtes avancé au niveau commercial, au niveau des données, tout ça. Vous n'arriverez pas à convaincre des individus ou des regroupements qui investissent à avoir des gros montants, mais chaque partie de montant que vous êtes capable de chercher qui sont des fonds propres, vous allez être capable d'avoir un bon levier avec d'autres programmes. Mais il faut l'avoir, ce seed-là, comme on dit. Hein? C'est ça du seed investment. Donc, pensez-y, mais ça en prend. C'est utopique de penser que vous allez pouvoir surfer juste sur de l'argent public pour faire avancer vos projets. De moins en moins. Et juste pour ajouter aussi de pas juste penser à vos besoins à court terme pour mon projet, je veux me rendre là, mais lever plus pour être capable de continuer après. Souvent, les gens ont peur de diluer, mais ça prend de la dilution, on n'a pas le choix. Il vaut mieux que ça fonctionne. Puis demander de l'argent qu'on n'a pas besoin. C'est certain. La dilution, je veux dire, vous donnez quelque chose en vous. Pour avoir de l'argent maintenant, vous vendez la plus-value future de votre entreprise à quelqu'un qui est prêt à l'acheter maintenant. Donc, à vous de déterminer combien d'argent vous avez besoin en fonction de la valeur que vous êtes capable de vendre. Mais la dilution fait partie de la game. 10 minutes. Partenariat public-privé. Comment est-ce que ça a de l'importance, vous autres, là? Autrement dit, une entreprise, un centre de recherche, puis un start-up, disons. Comment vous le voyez, ça? Dans l'utilité de ça et la chance que ça réussisse. Bien, c'est sûr, c'est ça qu'on finance, donc je vais dire que c'est important et très utile. Mais pour vrai, je pense que c'est vraiment utile pour une start-up qui commence à des moyens limités, du personnel limité, ça coûte cher des employés. Un partenariat public-privé, ça permet d'utiliser l'infrastructure qui existe déjà dans l'université, de l'équipement qui existe dans l'université ou un centre de recherche comme le CRIM qui est aussi admissible. Puis d'aller chercher une expertise que peut-être vous ne pourriez pas vous payer. Donc voilà, donc ça permet de se rendre beaucoup plus loin, de garder vos efforts sur ce qui est important pour l'entreprise, ce qui est probablement de lever des fonds, peut-être arrêter de travailler dans le laboratoire quand on passe en entreprise, mais de déléguer ça à quelqu'un puis se concentrer sur comprendre le marché, trouver des clients, trouver des investisseurs. Alors, là aussi, pour faire du cours sur ce qui a été dit dans l'autre panel, on parlait du marché du Québec, du Canada, des États-Unis, on mentionnait Boston, est-ce qu'il faut y aller, quand il faut y aller. Puis tu parles de partenariat public-privé. Donc, je pense qu'au Québec, on a vraiment une place extraordinaire pour innover, faire la première validation au milieu réel de soins. Mais ensuite, il faut sérieusement considérer aller aussi valider dans d'autres marchés assez tôt. Parce que beaucoup d'autres marchés ont la capacité d'acquérir plus tôt que nous au Québec. Donc, oui, les partenariats publics-privés, ils sont fondamentaux. Puis il faut vraiment utiliser ce levier-là au début pour innover avec un centre de recherche, Poly, ETS, peu importe, il y en a des très très bons au Québec. Première validation en milieu réel de soins, deuxième validation si nécessaire. Les gens du CHUM sont là, puis c'est des partenaires extraordinaires pour faire ça. Mais est-ce que tous les établissements du Québec peuvent se positionner pour être des acquéreurs? On sait que non, et même si c'est le cas, ça reste un marché limité. Donc il faut quand même ouvrir les portes de l'international assez vite, ce serait mon message. Alors, pendant 3 ans, au CQIB, on a été gestionnaire du programme ADOPT. Donc, le programme ADOPT, c'était un programme où on finançait des entreprises pour aller faire des
des projets en milieu clinique. C'était extrêmement important parce que c'était non seulement une façon de faire avancer la science, mais c'était aussi une façon de faire avancer la commercialisation à travers IA avec un partenaire qui avait déclaré un intérêt pour la technologie. Donc, ces projets-là, une entreprise travaillait avec un centre de recherche, avec un hôpital, et allait implanter sa technologie en milieu clinique, collecter des données, et ensuite arriver avec des résultats qui, après ça, quand venait le temps de faire la levée de fonds, pouvaient dire j'ai fait un test pendant 1 an à tel hôpital ou à tel centre de recherche. Donc, avait un élément supplémentaire pour sa levée de fonds. Donc, pour nous, d'avoir des opportunités comme ça, même si ce sont des petits partenariats, ce sont des petits projets, ça permet d'avancer, ça permet d'atteindre des jalons, puis après ça permet d'après ça d'aller chercher des montants beaucoup plus importants parce qu'on a démontré quelque chose en milieu clinique. Je connais pas le profil de tout le monde ici, donc je sais pas qui est en pure medtech, qui est en AI, qui fait du SaaS, health tech ou quoi, mais de ce que j'ai vu, puis de mon expérience, je dirais, souvent on voit une entreprise et les mariages avec des plus grandes entreprises. C'est super important. Le partenaire privé, c'est ce qui va vous faire lever des fonds rapidement. C'est peut-être votre première proof of concept, c'est vos early adopters. Mon petit conseil, ce serait mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Souvent, quand on parle, j'ai vu beaucoup de startups qui bâtissaient énormément autour d'un seul gros client initial. Ce client-là a pas mal a le gros bout du bâton. Fait que ça peut arriver que si les choses prennent plus de temps avec ce client-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on run out the runway ou va l'argent? Fait que juste petit conseil. Puis aussi, je sais qu'on est 4 entités québécoises, canadiennes autour de la table. Négligez pas les partenariats internationaux. Côté MedTech, il y a de l'argent au Québec, il y a des bons programmes, il y a de la subvention. Il y a beaucoup d'intérêts étrangers aussi. Donc, c'est pas parce qu'on bâtit une entreprise au Québec, au Canada, que c'est obligé d'être restreint à ce marché-là. Donc, c'est rapidement, si vous voyez des liens, s'il y a des opportunités. J'ai vu la semaine passée, j'étais à un autre événement avec des entrepreneurs qui parlaient. Il y en a, on voyait des avis un petit peu différents. Il y en avait qui disaient qu'il faut que vous ayez gagné votre marché avant d'exporter. D'autres disaient que le marché étranger, c'était le premier adopters. Pendant que peut-être l'entreprise avait peut-être fait au Québec. Je dirais qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles dans le marché. Ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné pour un, fonctionnerait nécessairement pour l'autre. Donc, gardez vos horizons ouverts. Les marchés étrangers existent. Il y a des investisseurs de fonds étrangers qui sont au Canada, qui voient aussi qu'il y a beaucoup de startups innovantes, donc des belles possibilités de collaboration avec des plus grosses entreprises, peut-être dans des pays qui ont moins cet écosystème-là de startups. Donc, il y a juste une chose. À chaque fois que j'entends parler de partenariat public-privé ou qu'une technologie est développée à l'université, dans un centre de recherche, ma première question qui me vient en tête, c'est à qui appartient l'API? OK? Et ça, c'est loin d'être clair autant que vous le pensez. OK? Donc, assurez-vous que vous clarifiez ça. Vous prenez une licence exclusive pour développer quelque chose à l'université, fine, mais si vous continuez à l'améliorer à l'université, c'est à vous, c'est encore à l'université. Moi, des fois, j'ai des frissons. OK? Quand je vois ça, la plupart des groupes qui sont ici, c'est déjà arrangé ou ils ont déjà des ententes, ça, c'est correct, mais les universités, toujours un petit peu moins clair. Ils ont chacun, des fois, c'est ad hoc, c'est à la pièce. Assurez-vous que quand vous venez commencer à parler à MedTech Plus ou à moi pour investir ou même à d'autres personnes ici qui vont vouloir investir dans votre projet, que ça vous appartient. Okay? Que vous êtes sûr que ça vous appartient. Je regarde mon horloge, c'est terminé. Il reste 45 minutes. En fait, c'est ça que ça dit. Donc, on vous remercie pour votre attention et puis on espère que ça vous a aidé. Merci.